Allez, c'est parti. Alors, déjà, quelques petites infos. Donc là, c'est le dernier cours avant les vacances. Donc pour les vacances, je vous donne pas de travail. Hormis le devoir surveillé qui sera ouvert à 3 heures de l'après-midi, là, et vous avez jusqu'au 4 mai pour le faire. Donc vous avez toute cette semaine, plus les 15 jours de vacances pour le faire. Voilà. Voilà, ça vous laisse le temps de le faire tranquillement, je vous laisse rien d'autre à faire. Juste ça. Donc le devoir, il porte sur le chapitre 11, 12 et 13. Donc 11, pour rappel, c'est le principe d'inertie qui dit que si vous allez en ligne droite à vitesse constante ou que vous êtes immobile, alors la somme des forces est égale à zéro, qui s'applique sur vous. Le chapitre 12, c'était sur le son, donc savoir que le son va à une certaine vitesse, etc. Donc c'était le chapitre 12. Et le chapitre 13, bah, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, donc histoire de hauteur d'une note, les fréquences, les octaves, etc. Et donc là, on va commencer par corriger. C'est 11 ou 13, c'est ça, ouais, les devoirs. Et donc, du coup, on va corriger là, les exos du 13, et après, on commencera rapidement le 14, mais on n'ira pas trop loin. Sachant que le 14, c'est un chapitre qui a besoin normalement un petit peu de manipulation, vous comprenez bien ce que c'est. Et du coup, bah, c'est un peu chiant, parce qu'on ne peut pas le faire, évidemment, mais bon, c'est pas grave, en attendant, vous trouverez quelque chose. Alors, on va commencer par les exercices du chapitre 12. Et on va faire, attendez, je prépare mon truc. On va mettre un petit truc paint. Chapitre 13, les exos ils sont là. Et il me faudra, hop, après, euh, qui me parle? Qui me parle? Non, pour les vacances, pas de cours, c'est les vacances. À moins que vous en vouliez, hein, mais normalement, les vacances, on nous a dit, les vacances, vous les laissez tranquilles. Ils se reposent. Alors, on y va. Donc, déjà, je vous laisse ressortir les chapitres 13, exercices. Donc, il y avait 3 exercices, ils sont dispo sur Moodle. Je vais vous projeter ça dans 2 secondes. Ouais, bah, je vais le faire tout de suite, comme ça c'est fait. C'est où? L'attaque, je partage mon écran. Tac, mon contenu audio aussi, c'est pas grave. Donc là, vous avez mon écran. Donc les chapitres, ils sont là, les exercices. Voilà. Alors, exercice chapitre 13. Donc il y avait le 22. Donc le 22, on vous explique que le La3 correspond à un signal sonore de fréquence 440 Hz. La fréquence associée à une note double lorsque la note est à l'octave suivante. Déterminez la fréquence d'un La4. Par exemple, un La4. Donc là, on va partir sur le chapitre, sur l'exercice 22. Normalement, vous les avez faits, je vous signale. Donc le 22. Question A. Quelle est la fréquence d'un La4? Si le La3 est à 440 Hz, on vous dit que le La4, il est x2, que c'est l'octave au-dessus. Et donc, du coup, le La4, tout simplement, c'est 880 Hz. Pas de problème. Maintenant, montrer que la fréquence 395 et 98 Hz peuvent être associées à la même note de fréquence différente. Donc supposons que la première note, ça soit 98 Hz. Eh ben, on va regarder ce qui se passe si on fait x2. Donc si on fait x2, ça fait 196 Hz. Oui, 196 Hz, je dis pas de bêtises. Si on fait encore x2, on obtient 392 Hz. Et donc là, on voit que 392 Hz, c'est quasiment pareil que 395. Je pense qu'il doit y avoir un problème dans le livre. En fait, c'est pas 395, ils ont dû se tromper. Je pense que c'est 392. Il y a une erreur de frappe à l'endroit là. Donc, ce serait normalement 392 Hz. Donc, c'est bien 2 notes qui sont à 2 octaves d'écart. Ouais, c'est bon? Des questions? Pas de questions? On continue. Alors, le 24 maintenant. Le 24, fichier, nouveau, on efface tout ça. Donc là, on vous donne des signaux temporels. C'est-à-dire qu'on vous donne des fréquences de 2 trucs enregistrés, enfin de 4 trucs enregistrés. Et le but, ça va être de trouver lequel ont la même hauteur et on va comparer leur timbre. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Il suffit de trouver la période, c'est-à-dire le temps, pour que le signal se répète à l'identique de lui-même. Alors ce que je vais faire,
c'est que je vais faire une imprime écran du truc, comme ça on pourra dessiner dessus. Tac, ça c'est pas pour vous. Voilà, on met de côté. Voilà. Et donc maintenant, on y va. Donc je vais remettre ça si vous avez des questions. Alors, donc ici, on vous demande de comparer les fréquences. En fait, pour comparer la période, il suffit de regarder ici quel est le truc qui se répète à l'identique. À l'identique, on voit qu'ici, celui-là, il se répète à l'identique à ce moment-là. Donc là, c'est 3 carreaux. D'accord? Et donc maintenant, si lui, il a 3 carreaux, comment on fait pour sélectionner? Il marche plus ici, non. Sélectionner. Bon, bref. Non, on va faire n'importe quoi. Et donc là, si on repart avec 3 carreaux, on va faire pareil pour les autres. 3 carreaux. Là, on se rend compte que celui-là, en fait, il se répète à l'identique au bout de 1 carreau et demi. Celui-là se répète à l'identique au bout de 2 carreaux. Et par contre, celui-là se répète à l'identique au bout de 3 carreaux. Donc on se rend compte que les deux là, c'est les mêmes périodes. Et donc si c'est les mêmes périodes, c'est les mêmes fréquences. Et du coup, ça veut dire que c'est la même note. Donc dans les deux cas ici, ils ont la même hauteur. C'est même note, même hauteur. Même note égale même hauteur. Je rappelle que la hauteur, c'est est-ce que c'est aigu ou est-ce que c'est grave. Et du coup, par contre, on peut comparer la forme des courbes. Ici, attendez, si j'efface tout, ça fait quoi? Ça enlève tout? Oui, bah évidemment. Je recommence. Ici, si on regarde la forme des courbes, ici, toc, du rouge. Là, on voit que celle-ci n'a pas la même tête que la courbe du dessous. Donc, ça veut dire que les deux notes ont la même fréquence, donc c'est la même note, c'est un La ou je sais pas quoi, on va faire le calcul. Par contre, les deux n'ont pas la même tête, ça veut dire que leur timbre est différent. Donc tu vois, c'est peut-être une flûte, peut-être c'est peut-être un violon, j'en sais rien. Mais en l'occurrence, ça veut juste dire que c'est la même note faite par deux instruments différents. C'est juste ça qu'il fallait dire. Ensuite, le 31. Le 31, on vous dit que voilà, les différents instruments, enfin, le niveau sonore, en fait, il y a une formule, je vous l'ai donnée dans le cours, mais il n'y a pas à savoir. Par contre, on peut commencer à réfléchir un petit peu sur ce que ça donne. Donc, on vous donne par exemple l'exemple de son. Donc, s'il y a un son de 60 décibels, ça ne dérange pas, c'est un bruit qui est assez calme, ça ne fait pas de mal. Par contre, au-delà de 70 décibels, par exemple, une salle de classe, quand vous parlez un petit peu, etc., on est aux alentours de 70 décibels, ça commence à devenir fatigant. Une tondeuse, 90 décibels, ça devient vraiment pénible. Une tronçonneuse, ça devient fort. Et au-delà de ça, on va commencer à avoir des risques de devenir sourd si on écoute très longtemps. 140 décibels, donc c'est une Formule 1, ça commence à avoir mal. Et au-delà de 140, on arrive vraiment sur le douloureux. Donc là, ça fait mal, comme si on vous plantait un truc dans l'oreille. Et donc un avion décollage, par exemple, c'est 150 décibels. On arrive sur une fusée Ariane, c'est 180 décibels. Et sur une onde de choc, c'est bien au-delà. Une bombe atomique, c'est le plus fort qu'il y a, c'est autour de 200 décibels, je crois. Une arme à feu, c'est 130. Je sais pas comment tu sais ça, mais oui, certainement. Doit être effectivement un arme à feu, c'est douloureux, mais c'est assez bref, donc c'est moins, enfin, ça reste douloureux, mais il y a moins de chances d'être sourd avec une arme à feu. Mais c'est pour ça que les mecs ils mettent effectivement des casques quand ils tirent dans un stand de tir. Alors, on vous dit par contre des choses intéressantes, c'est que lorsqu'il y a un son qui est beaucoup plus fort que l'autre, en fait, c'est pas additionner les deux puissances. Par exemple, si vous mélangez une tronçonneuse et puis une conversation, bah, le volume sonore il sera de 100. C'est comme si le 30 il est effacé par le 100. Par contre, si les niveaux sont très proches, par exemple 60 à 65, en fait, ça va pas s'additionner, mais on voit par exemple qu'une vuvuzela, donc vuvuzela, c'est une trompette qui a eu la Coupe du Monde il y a quelques années, ça fait 127 décibels. Par contre, si vous mettez 10 vuvuzelas, ça fera 137. Et si on en met 100, ça fera 147. Mais ça s'additionne pas, puisque c'est pas une échelle linéaire. Alors, on parle de décibels, et les décibels ne s'additionnent pas. D'accord? Donc, autant les puissances s'additionnent, vous verrez ça, le I, l'année prochaine, vous verrez ça. Ça ne fonctionnera pas, ça ne s'additionne pas pour les décibels. Alors, un auditeur est soumis à deux signaux sonores audibles de même fréquence émis par un téléviseur et par une tronçonneuse. Donc on va regarder la tronçonneuse, donc on est sur l'exercice 31, question A. 31, oh là là, pardon. 31, question A.
Donc si on regarde la tronçonneuse, elle est à 100 décibels. C'est quoi l'autre truc? Une télé, c'est 65 décibels. Donc il y a un truc à 100 décibels et un truc à 65. L'écart entre les deux est supérieur à 10 décibels. Donc finalement, c'est le son là qui l'emporte, et finalement, le son qu'on entendra, ce sera un son qui sera environ de 100 décibels. C'est la tronçonneuse qui va l'emporter, parce que l'écart est plus grand. Alors, expliquer pourquoi le niveau d'intensité sonore lorsque les deux téléphones sonnent n'est pas égal à 140 décibels. Bah, si deux téléphones sonnent, c'est le même raisonnement. Alors là, on va regarder les deux téléphones, donc 70 décibels, les deux. Donc forcément, il y a moins de 10 décibels d'écart. Donc là, on vous dit que les sons s'ajoutent, mais pas les décibels. L'intensité sonore s'ajoute, mais pas le niveau sonore. L'intensité sonore, c'est I dans votre formule qui est dans votre cours que vous n'avez pas à savoir pour rappel. Et l'intensité sonore, c'est le grand L. Le niveau sonore, pardon, c'est L qui se mesure en décibels. Et on vous dit, par exemple, pour les vuvuzelas, si vous avez une vuvuzela, c'est 127 décibels. Si vous avez 10 vuvuzelas, c'est 137 décibels. Si vous avez 100 vuvuzelas, c'est 147 décibels. Là, on voit qu'en fait, 1, c'est 10 puissance 0. 10, c'est 10 puissance 1. Et ici, c'est 10 puissance 2. Donc, lorsque vous multipliez par 10 puissance 2, en fait, pour savoir de combien de décibels vous montez, vous faites la puissance fois 10. Je m'explique. Ici, vous faites 2 fois 10, ça fait 20. Et donc, par rapport au point de départ, vous faites 127 plus 20. Et vous avez votre intensité sonore. Bon, ça, c'est pas à savoir, hein, encore une fois. Donc là, deux téléphones qui vont sonner, ben, on va avoir un niveau plus important que 70 décibels, mais on ne sera pas du tout à 140. On sera peut-être autour de 72, 73 décibels, quelque chose comme ça. Donc pendant on vous dit déterminer. Alors l'explication, il fallait juste dire voilà que c'était pas une échelle linéaire. Il fallait juste dire ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas linéaire. Hop là. Petit C. On vous dit déterminer l'augmentation du niveau d'intensité sonore lorsque l'on passe d'un son émis par vuvuzela à un son émis par 100 vuvuzela. Bah, je viens de le dire là, on augmente de 20 décibels. C'est ce que je viens de vous expliquer juste avant. Juste ici. Ensuite, petit d. Lorsque le niveau d'intensité sonore augmente 240 décibels, l'intensité sonore correspondante est multipliée par 10 puissance 14. Déterminer l'intensité sonore correspondant à une course de Formule 1. Donc, on a dit, dans le sujet, on vous dit que le niveau 0 décibels, ça correspond à, on le voit pas, mais c'est noté, alors attendez que je retrouve le truc, ici, voilà, indice -12 hein, dans votre livre. Donc, pour, on est où? Pour donc on a dit 0 décibels, ça correspond à 10 puissance -12 watts par mètre carré. Ça, c'est l'intensité. Donc là, on parle de I, hein, c'est pas du tout la même chose que les décibels. Et on vous dit que combien fait, donc une Formule 1, c'est 140 décibels. Et on vous dit que c'est l'intensité sonore multipliée par 10 puissance 14. Donc on va faire fois 10 puissance 14. On obtient une intensité sonore qui vaut 10 puissance 2 watts par mètre carré. Et c'est énorme. Pour information, hein, par rapport à une intensité sonore, là, on multiplie par 10 puissance 14, c'est multiplié par des milliards, des millions de milliards. Pour vous rendre compte, c'est des millions de milliards fois plus grand que 0 décibel. Sachant que 0 décibel, c'est le son le plus calme, le moins de son possible. Avoir 0 décibel, c'est quasiment impossible. Il faut aller dans une salle spéciale, il en existe. Avec des salles, on est proche de 0 décibel. Et là, même quand vous écoutez, vous entendez votre cœur battre. Vous entendez le moindre son, votre respiration, tout ça, ça devient... Vous l'entendez. C'est très rare des salles comme ça, il y a toujours un petit bruit de fond. Même quand vous dormez, il y a toujours un petit bruit de fond. Le frigo, machin, etc. Il y a toujours un truc. C'est très compliqué d'avoir un niveau de 0 décibel. Ça peut effectivement faire des crises d'angoisse, ouais, si on... Les salles là, c'est pas évident. Je suis jamais allé, mais il y a plusieurs... Je crois que c'est pas sorcier. Il y a Yami ou Fred qui a été dans un c'est pas sorcier. C'est vrai que ça peut être un peu perturbant. Que avoir zéro son, c'est un peu oppressant, quoi. Voilà. Alors, ça, c'était pour les exercices. Donc là, c'est pour le chapitre 13. Alors vous n'aurez pas de gros calculs de fou avec des décibels ou je sais pas quoi faire dans le contrôle. Donc, je vous rappelle le contrôle. Toujours pareil, c'est pas la peine, je vous préviens tout de suite, vous amusez à faire des imprimés écran, des vidéos de je sais pas quoi, parce que j'ai prévu
pour chaque question calculatoire, 100 sujets différents, et il doit y avoir à peu près la moitié des questions qui sont calculatoires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à peu près 100 fois 100 fois 100 fois 100 fois 100 sujets possibles en tout. Donc, il n'y a pas de triche possible. Par contre, faites attention de bien prendre un brouillon et bien prendre. Il y aura des exos simples, ouais, du type calculer une fréquence, à partir d'une période, calculer une période à partir d'une fréquence, des choses comme ça. Mais pas de gros calculs comme je viens de faire avec les fois 10 puissance, etc. Là, sur les décibels. Par exemple, pour le f égale 1 sur t, si je te dis t égale quelque chose, bah f égale 1 sur t. Je vous rappelle, ça, vous l'avez déjà fait 10 fois au collège, et vous l'avez dans votre cours. C'est la seule formule que vous avez dans le chapitre. Et donc, si je vous donne t, bah, vous calculez les hertz en faisant 1 divisé par t. Et inversement, si je vous dis f, vous faites 1 divisé par f. Avec f en hertz et t en secondes. Et attention de bien le faire avec les bonnes unités. Voilà. Donc, prenez bien un brouillon et votre calculatrice pour faire le sujet. Vous avez 1 heure pour le faire. Globalement, ouais, c'est ça. Puis après, v égale d sur t aussi. La vitesse du son. La vitesse du son qui est égale à la distance parcourue sur le temps de parcours. D'accord? Il y aura un tout petit peu de truc de réflexion, mais rien de bien violent normalement. Voilà. Donc ça, c'était pour le chapitre 13. Maintenant, on passe rapidement au chapitre 14. Alors, il n'y a pas d'Olaf. Celui-là. Voilà. Le chapitre 14. Alors, le chapitre 14, on va pas aller trop loin, on va juste s'arrêter à la loi de Descartes. Donc la lumière. On a vu que le son, c'était un truc qui se déplaçait à 340 mètres secondes. Mètres par seconde. Bah là, qu'elle avait besoin d'un milieu matériel, pas dans le vide. Le son. Oula, qu'est-ce que j'écris moi? Pas dans. Je recommence. C'est qui me parle? Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. Oui, ils sont tous sur. Alors, je peux les mettre sur Pronote si tu veux, mais Pronote c'est un peu galère en ce moment. Il n'y a plus accès depuis. Enfin, si je peux y avoir accès depuis Internet, mais globalement, tout est sur Moodle. Installez l'application sur votre téléphone, normalement c'est nickel sur Moodle, ça marche bien. Le contrôle, là, je me suis arrangé. Normalement, tout est faisable sur téléphone. D'accord? Vous pouvez prendre votre téléphone, votre brouillon, vous mettre au soleil et puis sur le balcon ou dans votre salle de bain, faites ce que vous voulez, mais bref, normalement ça marche. Vous avez 1 heure pour le contrôle, mais vous pouvez revenir en arrière. Donc j'ai dit pas dans le vide pour le son. Donc ça c'est le son. D'accord? Bah, la lumière, elle marche dans le vide, parce que c'est une onde électromagnétique, alors elle peut se déplacer dans le vide. La preuve, bah, vous voyez la Lune, vous voyez le Soleil, donc c'est bien qu'il y ait la lumière, elle puisse traverser l'espace où il n'y a pas d'air. Donc là, c'est cool. Et surtout, la vitesse de déplacement de la lumière est de 300 000 km par seconde, donc mis en mètres secondes, ça fait ça. Donc c'est bien plus grand que le son. Pour ma fille, bientôt son anniversaire. Alors, et donc on voit qu'ici, l'écart entre les deux, hein, on est de l'ordre de, faites le calcul, à peu près 100 000 fois plus grand. Donc la lumière se déplace quasiment instantanément. Par contre, vous, quand vous voyez un éclair, vous voyez instantanément. Par contre, le son, bah, il arrive avec un certain décalage. D'accord? Alors ça, le truc, c'est qu'elle se déplace à cette vitesse-là, mais dans le vide. C'est-à-dire quand elle a 0 molécule pour l'arrêter, 0 molécule pour ralentir la lumière, etc., pour la perturber. Elle se déplace le plus vite possible. Donc c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Et ça, c'est un maximum. Rien ne peut aller plus vite que 300 000 km par seconde. C'est un maximum. Donc c'est au maximum. Par contre, la lumière, si vous la mettez, on va mettre du noir parce que c'est un peu chiant le rouge, si vous la faites traverser de l'eau, eh ben, elle va ralentir. Elle va ralentir parce qu'il y a des molécules d'eau, il y a des choses comme ça. Et du coup, en fait, la vitesse qu'elle va prendre, la nouvelle vitesse de la lumière quand elle sera dans l'eau, par exemple, eh ben, c'est la vitesse de la lumière divisée par un chiffre. Par exemple, dans l'eau, ce chiffre, il vaut 1,33. C'est-à-dire que vous prenez la vitesse dans le vide, c'est-à-dire 300 000, vous divisez par 1,33, bah, c'est la vitesse de la lumière dans l'eau. Et donc ce chiffre-là, c'est ce qu'on appelle l'indice du milieu.
C'est-à-dire que si vous avez un milieu transparent, par exemple du verre, du plastique transparent, eh ben la lumière, elle va ralentir dans ce truc-là. Alors, je vais vous mettre juste les discussions. L'unité de n, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'en fait, si tu vois que tu divises une vitesse par un chiffre pour obtenir une vitesse. Donc ce truc est sans unité. Et concrètement, n, qu'on appelle l'indice, pour le calculer, ben, il suffit de faire la vitesse dans le vide divisé par la vitesse dans le milieu. Et du coup, on va trouver toujours un truc plus grand que 1. Parce que sinon, ça veut dire que la lumière, quand elle rentre dans le milieu, elle va plus vite. Et c'est pas le cas, elle va toujours moins vite parce qu'elle est ralentie par le milieu. Donc votre indice est toujours plus grand. Alors l'indice, c'est toujours un chiffre compris entre souvent 1 et 2. Mais par exemple, sur du diamant, l'indice, il est très élevé, de l'ordre de 3 presque. Ce qui fait que le diamant, ben, en fait, on en reparlera tout à l'heure. Alors ça, l'unité C et V, bah, c'est soit des mètres par seconde, soit des kilomètres par seconde. En fait, on s'en fout. L'important, c'est qu'ils aient les deux la même unité. Tu peux mettre des kilomètres par heure, même si tu veux. C'est pas dérangeant. Donc je disais, votre diamant, l'indice est très grand, et du coup, c'est pour ça que ça brille fort, un diamant. Parce que l'indice est très grand. Du coup, ça ralentit la lumière. Ok, alors, tac, tac, tac. Regardez, j'ai un message d'élève, mais c'est pas pour eux. Alors, tac, on y est. Donc je disais, ça c'est donc l'explication de l'indice. Donc par exemple, l'indice de l'air, l'indice de l'air, dans l'air, la lumière elle est un tout petit peu ralentie par rapport au vide, mais nous on va supposer que c'est 1, parce qu'en réalité c'est 1,01. Dans l'eau, c'est 1,33. Alors c'est pas des valeurs à retenir, hein, mais je vous les donnerai. Mais voilà, c'est pour vous que vous ayez une petite idée. Dans le verre, c'est autour de 1,4. Ça dépend le verre, parce qu'il y a des verres Flint, des verres machin, bon, bref, le verre, il y en a plein de sortes. Et donc, on peut avoir des indices très grands dans le... Par exemple, il y a des produits transparents, du style l'alcool, l'indice n'est pas tout à fait le même que l'eau, d'accord? L'essence, etc., c'est des choses différentes. Et du coup, bah, on peut mesurer la pureté d'un produit en mesurant les indices. Enfin bref, il y a plein d'appareils qui utilisent ce phénomène-là. Alors, maintenant, les conséquences de ce truc-là. La lumière, en fait, vous avez tous fait l'expérience chez vous, si vous prenez un verre d'eau et que vous mettez de l'eau et vous mettez une paille dedans, vous avez l'impression que la paille elle est un peu cassée comme ça. Elle est un peu cassée cette paille, en fait elle n'est pas cassée, on est d'accord, hein, c'est juste un effet d'optique. Pourquoi? Bah parce qu'en fait la lumière, à cet endroit-là, elle est déviée. Elle est déviée parce que elle va plus vite dans l'air que dans l'eau. Du coup, ça la fait dévier. Pour vous faire comprendre ça, il y a une analogie qu'on m'avait expliquée à la fac et que j'aime bien. En fait, imaginez que vous êtes à la plage. Ah, zut. Vous êtes à la plage, d'accord? Donc là, il y a le sable, là, il y a la mer. Il y a la plage avec de l'eau. Et vous, vous êtes un maître nageur. Vous partez du point là, vous êtes ici en train d'attendre par le maître nageur, et quelqu'un se noie à cet endroit-là. Vous êtes maître nageur, donc vous savez bien nager. Mais vous nagez quand même moins vite que vous courez sur le sable. Donc en réalité, si vous nagez vraiment très 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 mal, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir le plus loin possible ici, et vous allez essayer de faire le moins de trajet possible dans l'eau, parce que vous allez moins vite dans l'eau. D'accord? Si maintenant vous nagez aussi vite que vous courez dans l'eau, vous allez aller en ligne droite. Vous courez sur terre, pardon, vous allez en ligne droite, mais c'est pas le cas. Très souvent, ce qu'ils font les maîtres nageurs, c'est qu'ils courent instinctivement, ils coupent un peu la poire en deux, et ils partent comme ça en diagonale. En fait, en faisant ça, sans vous en rendre compte, vous avez pris le trajet le plus rapide. J'ai pas dit le plus court, j'ai dit le plus rapide. Parce que vous allez courir plus vite sur le sable, et vous allez nager moins vite dans l'eau. Et plus vous allez être bon en natation, plus vous allez aller vers dans ce sens-là, et plus vous allez être mauvais en natation, plus vous allez dans ce sens-là. C'est de limiter le temps. Et bien la lumière, c'est pareil. La lumière, elle, quand on va arriver, par exemple, de l'air, et qu'on arrive, on a un verre d'eau, par exemple. Alors, je vais essayer de faire un verre d'eau propre. Non, c'est pas ça, c'est là. Imaginons qu'on a un verre d'eau, d'accord, avec de l'eau. Alors, c'est un verre. On va enlever le dessus. Voilà. Bon, on essaie de faire ce qu'on peut. Voilà. Ici, vous avez donc l'eau. Et là. Ah, voilà. Et là, la lumière, elle va arriver comme ça. Ben, la lumière, en fait, quand elle va arriver à cet endroit-là, quand on voit un rayon de lumière, un rayon laser à cet endroit-là, le rayon laser, il va être dévié. Parce que l'indice dans l'eau, ici, il vaut 1,33. Ce qui veut dire que la lumière, elle va moins vite dans l'eau. Bah, c'est exactement comme tout à l'heure. Ici, l'air, il est à peu près à 1, pour rappel.
Donc la lumière elle va plus vite dans l'eau, dans l'air que dans l'eau, ce qui fait qu'elle va être déviée comme ça. Et on voit qu'en fait, il y a une déviation, et cette déviation, en fait, on va pouvoir la calculer. On peut calculer, il y a une formule mathématique qui permet de calculer la déviation. Et en fait, la déviation, et c'est là qu'il y a un piège, c'est qu'il faut toujours la calculer par rapport à la perpendiculaire à la surface. Donc ici, on va appeler cet angle-là l'angle incident, c'est l'angle qui arrive sur le milieu, et ça, c'est l'angle réfracté, qu'on appelle petit r. D'accord? Donc la lumière va être déviée. Cette déviation, on peut la calculer grâce à une loi qui s'appelle la loi de Snell-Descartes. Alors, historiquement, en fait, Snell était un anglais et Descartes était un français. D'accord? Donc Descartes, c'était un grand scientifique, enfin, philosophe, scientifique, tout ce qu'on veut. Et donc, historiquement, en fait, les deux ont à peu près trouvé la loi au même moment. Et le truc, c'est que on a donné le nom aux deux, du coup. Les Anglais appellent ça la loi de Snell, et nous, on appelle ça très souvent la loi de Descartes. Mais le nom qu'on utilisera, nous, c'est la loi de Snell-Descartes. Et la loi de Snell-Descartes, elle nous dit que si vous prenez l'indice dans lequel vous étiez, donc l'indice N1, c'est-à-dire celui-là, le premier dans lequel vous étiez, pardon, et là on va l'appeler l'indice N2, c'est le deuxième milieu dans lequel on va, et vous faites N1 fois le sinus de l'angle I, bah, c'est égal à l'indice 2 fois le sinus de l'angle R. Et donc là-dedans, si moi je connais cet angle-là, imaginons que je connaisse cet angle-là qui vaut par exemple 30 degrés, eh ben, je peux calculer l'indice, l'angle de sortie R. On va faire le calcul. Donc je prends N1, il vaut, je ne trouve plus mon curseur, il est là. Il est parti, il est là. Donc 1 fois sinus 30 est égal à l'indice 2, c'est-à-dire 1,33 fois sinus R. Et du coup, on en conclut que sinus R est égal à sinus de 30 divisé par 1,33. Et donc, on va trouver un chiffre. Donc, on va faire sinus 30. Alors, il faut faire attention sur votre calculatrice, si vous faites ça, de bien le mettre en degrés. Et donc là, ça fait un 0. Est-ce que je suis en degrés? Oui, je suis en degrés. Donc, on va trouver un sinus qui vaut 0,38. Le truc, c'est que vous allez me dire, ouais, mais 0,38, c'est un sinus, c'est pas un angle. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver, à partir d'un sinus, comment est-ce qu'on va trouver petit r? Et bien, en fait, on va appliquer une fonction qui annule la fonction sinus. Cette fonction qui annule la fonction sinus, c'est ce qu'on appelle la fonction sinus ou sinus moins 1. Je vais effacer ça pour faire de la place. D'accord? Je reprends ici. On a sinus r égale 0,38. Du coup, on va prendre sinus moins 1 des deux côtés. Donc, le sinus moins 1, c'est une fonction qui est sur votre calculatrice. Donc, c'est sinus moins 1 de sinus r est égal à sinus moins 1 de 0,38. Et là, quand on fait le calcul, ça annule la sinus. Donc, on trouve r égale sinus moins 1 de 0,38. Et je tape ça sur ma calculatrice. Et je trouve un angle de 22 degrés en sortie. Donc ici, on aura un angle de 22 degrés. Donc c'est le type de calcul que vous aurez à faire dans les contrôles quand on fera le chapitre 14 en contrôle. Ça, normalement, c'est un truc que je vous fais déterminer en TP. Mais là, vu qu'on n'a pas de TP, on ne peut pas le faire. Alors, je voulais juste vous montrer, du coup, une petite animation pour que vous voyez ce que ça donne en réalité. Alors, je ne sais plus c'est laquelle qui est bien. Il y en a qui déconne, je sais. Elle marche, celle-là. Ici, on a un indice. Voilà. J'ai un indice de 1. D'accord. Est-ce que je peux bouger l'angle? Ah oui, c'est là, pardon. Donc ici, si je mets un angle, donc là, c'est à l'envers, hein, c'est le même truc que j'ai fait, mais à l'envers. Imaginons que je mette un angle de 30 degrés en dessous, et qu'ici, je vais... Ah oui, alors c'est le bordel, c'est vrai que c'est chiant. Attendez, c'est pas celle-là, elle est pas bien celle-là. C'est une autre qu'il me faut. Une question? Non, pas dans le contrôle là, non. Pas dans le contrôle là. Alors attendez, tac, tac, tac. Voilà, l'animation, on la voilà. Donc imaginons que j'ai un angle ici, un indice de 1, et je vais à 1,33 dans l'eau. Exactement la situation que je viens de faire avant. D'accord? Et bien, si je mets un angle incident de 30 degrés, ici, et bien en sortie, j'ai bien mon angle de 22 degrés là.
D'accord? On retrouve bien le 22 ici. Ça va? Donc ça, il faudra savoir le faire. Donc maintenant, vu que vous avez la formule dans les contrôles, pas tout de suite, hein, mais quand on en fera des exos, en fait, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez la formule, soit vous avez 4 inconnus. À chaque fois, vous avez une inconnue là, une inconnue là, une inconnue là, une inconnue là. Vous en aurez toujours 3 des 4, il faudra trouver la quatrième. Donc c'est pas compliqué, il faut toujours se réfléchir. Ok, où sont les 3 informations? Et une fois que vous avez les 3 informations, bah, vous pouvez trouver la quatrième. Toujours. Vous êtes obligé d'avoir les 3. Alors, avant de terminer, je voulais vous montrer autre chose. Le truc, c'est que... Alors, ma souris est là. Imaginons que maintenant on fait l'inverse. On est dans l'eau, au-dessus, d'accord? Et je vais dans l'air. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'angle en sortie va être plus grand que l'angle en entrée. Et donc, on voit que mathématiquement, il arrive un moment où, en fait, l'angle en sortie, il est grand. Il est de plus en plus grand, il est de plus en plus grand. Là, par exemple, pour un angle de 43 degrés, 44 degrés, déjà 70 degrés en sortie. Il va arriver un moment où l'angle de sortie, il est plus grand que 90. Et ça, concrètement, ça représente quoi? Ça veut dire que, concrètement, la lumière ne rentre même plus dans l'eau. Elle était dans l'eau, elle rentre même plus dans l'air. Ça fait un effet miroir. Et c'est exactement ce qui se passe dans une fibre optique, par exemple. Et dans le cours, j'ai fait exprès, je vous ai mis une image. Ici, par exemple, là, c'est quand vous regardez un aquarium au ras de l'eau, et que ça fait le même effet quand vous êtes à la piscine, hein, si vous êtes sous l'eau, et que vous regardez la surface et que vous mettez votre visage à ras de l'eau, vous allez voir que ça fait un effet miroir. Ça fait un effet miroir parce que l'angle, en fait, il est trop grand. L'angle d'entrée est trop grand pour qu'il y ait un rayon réfracté. C'est ce qu'on appelle l'angle limite. Et ça, c'est très utile et on l'utilise dans la vie de tous les jours, par exemple pour la fibre optique. Les fibres optiques, vous en avez peut-être à la maison pour votre internet, vous en avez même des fois le son derrière la télé. Vous regardez derrière votre télé, vous avez une prise qui est rouge, allumée rouge, un laser rouge. Vous mettez une fibre optique qui permet de transmettre le son à votre home cinéma, etc. D'accord? Et donc l'angle limite, pour calculer sa valeur, bah, c'est pas bien compliqué. L'angle limite, pour calculer la valeur, vous dites, OK, il faut que j'applique ma formule de Descartes, toujours pareil, N1 sinus I égale N2 sinus R. Alors imaginons qu'on était dans l'eau, donc N1 il vaut 1,33, fois I, bah, c'est l'angle qu'on cherche. À partir de quel angle j'aurai plus de réfraction, de déviation. Donc c'est mon I max, c'est celui que je cherche. N2, bah, c'est l'air, parce qu'on va dans l'air, donc c'est 1. Et sinus R, alors là c'est là que c'est un peu, pas plus compliqué, mais l'angle limite, c'est l'angle... Je vais y arriver. J'efface ce truc-là. L'angle limite, c'est l'angle pour lequel à la sortie, vous avez ici un angle de sortie qui est comme ça, qui est à ras de l'eau. Donc ça veut dire que c'est un angle qui fait 90 degrés en sortie. Et donc on va remplacer ici par sinus R, sinus 90. Sinus 90 en maths, ça vaut 1. Du coup, on trouve que sinus Imax égale à 1 divisé par 1,33. Comme moi je veux juste Imax, bah, je vais faire sinus moins 1. Donc j'ai Imax est égal à sinus moins 1, 1 sur 1,33. Par exemple, si vous faites ça avec l'eau, on peut faire le calcul. Trig sinus moins 1 de 1 divisé par 1,33. Vous trouvez un angle pour l'eau qui vaut 48,75 degrés. Et si on reprend la petite animation de tout à l'heure, ici je mets un indice d'eau, donc 1,33, et je cherche l'angle à partir duquel, on voit bien que là, à 48,7 en entrée, mon angle est quasiment de 90, 48,9, il n'y a plus d'angle. Et on retrouve bien le 48,75 que je viens de calculer ici. C'est pas beau tout ça? Voilà, je vais pas aller plus loin que ça là-dessus. Je vous laisserai regarder le cours tranquillement pendant les vacances et puis faire le contrôle tranquillement, puis reprendre ça à la rentrée. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des problèmes? Est-ce que tout va bien à la maison? Ok, bon, j'espère qu'il n'y a pas de malade autour de vous. Faites attention à vous, pas de bêtises, restez bien confinés. Je pense que ça va encore durer, à mon avis, 4 semaines. On verra, je sais pas. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on reprenne le 4 mai, j'y crois pas trop. Ça m'étonnerait fortement. Le contrôle, vous avez jusqu'au 4 mai pour le faire. Donc vous avez voilà, quasiment presque un mois, quoi. Voilà.
Donc, bon contrôle, et c'est tout ce que je vous demande de faire. Donc, le contrôle, et puis relire le cours, histoire que le prochain cours, il soit. Je vous renverrai un mail via mon bureau numérique pour vous dire le prochain cours. Non, ça va pas à la maison, c'est-à-dire. Bon, ouais, en tout cas, bonne journée à tous. Si vous avez des questions ou des soucis, n'hésitez pas à me contacter par mon bureau numérique, etc. Et puis, bah, je vous harcèle pas pendant les vacances de toute façon, vous inquiétez pas. Donc, juste le contrôle à faire. Bonne journée à vous. À bientôt.